Voilà, nous allons commencer. Bienvenue à tous et à toutes à cette Actu Attack. Donc cette Actu Attack de janvier, le 1er 2014, c'est consacré au projet de traité transatlantique. Alors pourquoi ce sujet? Pour entamer l'année 2014, un petit sujet réjouissant. Et donc en novembre 2013, le monde diplomatique titrait le traité transatlantique, un typhon qui menace les Européens. Ce projet de grand marché transatlantique existe au niveau de projet depuis quand même plusieurs années, et il y a une résolution du Parlement européen qui opère une légitimation de ce projet qui date, je pense, de 2008. Voilà, et donc ce projet, en gros, mais des spécialistes nous invités vont nous en dire bien plus, prévoit l'élimination des barrières au commerce, des éliminations douanières, techniques, réglementaires, ainsi que la libéralisation des marchés publics, de la propriété intellectuelle et des investissements. Bref, un grand marché libre au travers des océans. Et avec une harmonisation progressive des réglementations et de la reconnaissance mutuelle des règles en vigueur entre des deux côtés de l'Atlantique, donc entre l'Europe et l'Atlantique. Alors, c'est donc, si c'est un typhon et une menace, c'est donc un combat pour s'y opposer, et nous verrons quelle est l'ampleur de cette menace et quelle devrait être l'ampleur du combat pour pouvoir s'y opposer. Voilà, et donc pour pouvoir répondre à ces questions et donc en savoir un peu plus sur le contenu de ce traité, à la fois sur son contenu, sur l'état actuel des tractations, négociations qui ont lieu dans le cadre de ce traité, sur les conséquences de ce processus et sur qui à ce jour s'oppose à ce traité et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'y opposer. Nous avons invité d'une part Bruno Poncelet du CEPAC, qui est un centre d'éducation populaire qui dépend de FGTB, et Myriam Degam des comités Action Europe que nous connaissons bien. Voilà, donc je vais commencer par donner la parole à Bruno Poncelet qui nous fera une synthèse du contenu de ce traité, des objectifs, où ça en est actuellement. Puis après nous aurons un moment d'échange avec la salle de questions-réponses par rapport à ce contenu. Et puis je passerai la parole à Myriam qui nous fera un petit topo de ce qui est déjà en place comme résistance, comme opposition par rapport à ce traité et ce que nous pouvons, éventuellement comment nous pouvons y contribuer et nous y associer. Voilà, Bruno, tu as la parole pour une bonne demi-heure. Okay, merci. Bonjour à tous, je vais juste reculer un peu le micro, il me semble un tout petit peu trop proche. Voilà, sinon je vais toujours le cogner. Vous m'entendez bien comme ça? Oui. Ok, parfait. Alors, moi je travaille sur la thématique du marché transatlantique depuis, je crois que c'est 2009 maintenant, donc ça fait 3-4 ans, donc bien avant que ça ne sorte dans les médias. Et pour vous en parler, ce soir j'ai décidé de vous raconter une petite histoire. Et donc la petite histoire, elle commence comme suit, c'est en février 2013, il y a Barack Obama, José Manuel Barroso, donc autrement dit les autorités européennes et américaines, qui nous annoncent une très bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'intention de faire une sorte de mariage en créant, alors ils ont appelé ça un partenariat de commerce et d'investissement transatlantique, mais je trouve que le vocabulaire est compliqué, donc on va se concentrer d'un mot plus simple. Ils ont décidé de créer ensemble une sorte de marché transatlantique, donc une sorte de marché unique. Et donc ça c'est un peu, en février 2013, on a eu droit aux fiançailles, aux annonces des fiançailles entre l'Europe et les États-Unis qui disent, bonne nouvelle, chers amis, on va créer ensemble un marché commun transatlantique, donc par-delà les océans. Et je dis bonne nouvelle parce que dès le mois de mars, la Commission européenne a ajouté, on a consulté un centre de recherche indépendant basé à Londres, qui s'appelle, je traduis en français, le Centre de recherche en politique économique. Et ce centre de recherche qui est complètement indépendant de la Commission, il a fait des études poussées, etc. Et selon les conclusions de cette étude, si on arrive à créer ce marché transatlantique, eh bien, pour une famille européenne de 4 personnes, ça va représenter un revenu net par an de 545 € en plus chaque année. Et ça, la Commission européenne n'arrête pas de le répéter, hein, au fur et à mesure qu'elle publie les bancs du mariage. Ce chiffre-là, il revient tout le temps dans toutes les communications de la Commission européenne. Il y a un petit problème, c'est que quand on fait 2-3 clics de souris entre le communiqué de presse de la Commission qui parle de ce centre de recherche indépendant et ce centre de recherche,
on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui clochent. La première chose qui cloche un petit peu, c'est que le fondateur de ce centre de recherche, il s'appelle Richard Porte, et Richard Porte est un des plus proches conseillers de Barroso. Donc déjà, en termes d'indépendance, on se dit, tiens, ça c'est pas top. Si on continue et qu'on voit qui préside aujourd'hui ce centre de recherche indépendant, c'est un monsieur qui s'appelle Guillemot de la DSA, et ce monsieur-là, il est aussi vice-président pour Goldman Sachs en Europe. Goldman Sachs est une grande banque américaine, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce qu'elle fait. Mais donc on se dit déjà, tiens, c'est quand même pas tout à fait bien. Et par ailleurs, ce centre de recherche dit indépendant, il a aussi énormément de membres institutionnels. Donc toute une série d'organisations qui en sont membres. Et quand on regarde qui en est membre, eh bien, on trouve deux types d'acteurs. Le premier type d'acteurs, ce sont des banques centrales. La banque centrale belge, la banque centrale française, la banque centrale européenne, la banque centrale du Japon, la banque centrale du Mexique, la banque centrale d'Israël. Donc ça, c'est les premiers acteurs qu'on trouve en tant que membres institutionnels. Et les deuxièmes, pour des cotisations qui vont, alors je me souviens plus des chiffres, oui, c'est de 6 000 à 20 000 euros par an. De 6 000 à 20 000 euros par an, on trouve la Deutsche Bank, la Santander, Citigroup, JP Morgan. Autrement dit, que des grosses institutions financières. Et donc ça, c'est un premier quand même important, c'est que la Commission européenne nous annonce la main sur le cœur. Une étude indépendante dit que si on arrive à faire ce projet, tout va bien se passer. Et quand on regarde, d'une part, le centre de recherche, il n'est pas vraiment indépendant. Et puis si j'analyse un petit peu qui sont les acteurs derrière ce centre de recherche, on se dit qu'en matière de création des richesses, c'est quand même pas des Lumières, puisque c'est tous les acteurs qui sont derrière la crise financière. Donc moi j'ai déjà un premier mouvement de recul en me disant, tiens, ça c'est quand même un petit peu délicat. Mais cette idée de centre de recherche indépendant qui n'est pas vraiment et qui est trusté par des grandes banques financières, elle illustre assez bien un des aspects du problème des négociations transatlantiques, c'est que le projet, c'est pas au départ un projet politique. Autrement dit, c'est pas des élus politiques qui ont décidé de créer ce marché transatlantique. Si on fouine un petit peu et qu'on fouille un peu dans les coulisses, on va se rendre compte qu'en fait le projet il est d'abord édicté par des multinationales et pas des petites multinationales. On parlait tout à l'heure que je ne buvais pas de Chaudfontaine parce que c'est possédé par Coca-Cola. Mais Coca-Cola est un lobby très actif sur les questions transatlantiques. Tout comme Microsoft, tout comme à une époque ArcelorMittal, enfin, il y en a toute une série. Alors je ne vais pas vous détailler toute la longue liste des lobbies, on y reviendra après si vous voulez dans le débat, mais je vais juste insister sur un des lobbies qui me semble particulier. Donc il y a plein de lobbies de multinationales qui depuis au bas mot les années 90, donc tu disais tout à l'heure 2008, c'est depuis les années 90 que toute une série de lobbies très puissants demandent au monde politique de créer une sorte de marché transatlantique. Et en fait il y en a un qui m'intéresse moi particulièrement, c'est un qui s'appelle le Transatlantic Policy Network. Je traduis en français, le réseau de gouvernance transatlantique. Ce lobby-là, il est intéressant parce qu'il est d'une part composé de multinationales et pas de petites multinationales. C'est toujours des gens qui sont dans leur secteur d'activité entre le top 1, le top 2, le top 3, le top 4 ou le top 5 mondial. Et donc vous trouvez des gens comme BASF, comme Bayer, comme Michelin, comme Microsoft, comme Nestlé, comme la Time Warner ou Walt Disney par exemple. Pour en citer quelques-unes, on trouve aussi Coca-Cola ou IBM. Et donc, ce lobby-là, il demande depuis très longtemps de créer un marché transatlantique. Mais ce qui est assez fascinant avec ce lobby-là, c'est qu'il a trouvé une porte d'entrée un petit peu plus intéressante que pas mal d'autres lobbies, parce qu'il inclut aussi parmi ses membres des élus politiques européens et des élus politiques américains. Donc autrement dit, c'est un lobby où les multinationales sont directement, j'ai envie de dire, cul et chemise, avec toute une série de gens qu'on a envoyés au Parlement européen, ou que les Américains ont envoyé dans leur institution démocratique. Et si je regarde un peu la façon dont est composé le Parlement européen aujourd'hui, il y a 8% des élus au Parlement européen qui sont membres de ce lobby, tout groupe politique confondu, 8%. Et phénomène aggravant parce qu'ils sont 8%, mais il faut bien voir qu'ils sont particulièrement actifs là où ça les intéresse, et donc il y a toute une série de commissions au sein du Parlement européen, donc des commissions qui sont thématiques. Vous ne trouverez pas spécialement les élus du TPN dans les commissions qui s'occupent de droits de l'homme ou de développement, ça les intéresse pas beaucoup. Par contre, la commission des affaires étrangères, la commission du commerce international, la commission du budget, la commission du contrôle budgétaire, bref, un tiers des commissions les plus économiques et les plus importantes du Parlement européen, elles sont présidées par des membres du TPN. Et c'est pas un hasard. Voilà, et donc, pour prendre l'exemple de la personne qui chapeaute au sein du Parlement européen toutes les négociations qui ont trait au marché transatlantique, donc qui va faire les travaux parlementaires sur le sujet avant que ça ne passe dans les séances, c'est un socialiste portugais qui s'appelle Vital Moreira. Et bien Vital Moreira, j'aime autant vous dire que tous les votes qu'il fait, et on les analyse de près, eh bien c'est des votes qui sont en faveur des multinationales. Donc
ça c'est le premier point moi, que je tiens à vraiment souligner, c'est le fait que le processus en termes de démocratie, il est déjà vicié à la base par le fait que ce sont vraiment des lobbies marchands puissants qui sont derrière et qui sont demandeurs à la base et qui ont les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Pour preuve, en février 2013, on avait annoncé les fiançailles entre l'Europe et les États-Unis. En mai-juin 2013, la Commission européenne a reçu un mandat de négociation officiel. Autrement dit, le Parlement européen, mais surtout les États membres de l'Union européenne, lui ont dit « vous pouvez aller négocier avec les États-Unis pour créer ce marché commun ». Alors, pour vous dire pourquoi j'aime pas ce marché commun ou ce projet-là, je voudrais d'abord vous dire pourquoi est-ce que certains disent qu'il faudrait l'aimer. Et autrement dit, pourquoi certains vous disent « vive les mariés, vive la lune de miel et vive la belle croisière qui va nous emmener vers le cap des bonnes affaires ». Parce que c'est un peu, quand j'écoute Karel de Gucht, le commissaire au commerce qui chapeaute aussi pour la Commission européenne ce genre de négociation et qui est vraiment très partisan de ce projet, c'est un projet qui va être fabuleux, qui va nous emmener vers ce que moi j'appelle le cap des bonnes affaires. Autrement dit, un monde où on serait tous plus riches, mieux portants, où tout s'améliorerait dans nos vies. Et je pense qu'il est intéressant de s'arrêter un peu sur leur logique à eux, pour voir après si elle tient la route ou pas. Et leur logique à eux, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est un raisonnement purement quantitatif. C'est de dire, si on fait un marché commun entre l'Europe et les États-Unis, les entreprises américaines, elles vont pouvoir exporter vers l'Europe, les entreprises européennes, elles vont pouvoir exporter vers les États-Unis, il y aura moins d'entraves au commerce, donc ça va créer une sorte de bulle d'air, comme ça, pour les multinationales ou pour les petites PME, à travers l'ouverture des marchés pour vendre davantage. Si elles vendent davantage, elles vont pouvoir effectivement, alors du coup, engager, donc créer des richesses, et on va tous mieux se porter, parce que ça va rendre confiants les investisseurs, ça va faire plaisir aux travailleurs qui vont trouver du boulot, ça va faire réduire le chômage, etc., etc., etc. Ça, c'est un peu la première logique, c'est la logique quantitative. Il y a un deuxième argument massu en faveur de ces traités-là ou de ces négociations-là, c'est un raisonnement qui lui est plus qualitatif ou technologique. Et l'idée est la suivante, si on augmente la compétition internationale, si les entreprises européennes se retrouvent en compétition contre les entreprises américaines, eh bien, ça va forcer les investisseurs derrière ces entreprises-là à être plus innovants. Autrement dit, à créer de nouvelles technologies, à inventer de nouvelles choses, de nouveaux objets, plein de choses merveilleuses. Ça va créer de l'innovation technologique qui va donc permettre de créer de nouveaux objets, qui va donc créer de nouveaux marchés, qui va donc créer de nouveaux emplois. Et là, je retombe dans ma logique quantitative. Tout ira pour le mieux puisqu'on développe le chiffre d'affaires, on crée de l'emploi, tout le monde est heureux et on s'enrichit. Alors, on tomberait là dans un monde un peu de bisounours, une sorte de cercle vertueux fantastique, hein, une sorte de cercle magique comme ça, où le renforcement de la confiance des investisseurs, ou les bonnes perspectives de croissance pour les entreprises, ou la croissance économique, ou la créativité marchande, ou la création d'emplois, tout ça s'entretiendrait l'un l'autre dans une sorte justement de cercle vertueux qui devrait nous sortir de la crise. Et donc, quand j'écoute Karel de Gucht ou tous les partisans de ce projet en parler, c'est un peu ce qu'ils nous racontent. Alors, moi je vois un problème à ça, et j'en vois même plusieurs. Le premier problème, c'est que si ça marchait le libre-échange, ça se saurait. Pour la bonne et simple raison que ça fait 3 décennies qu'on ne fait plus que ça en termes de politique internationale. Alors je pourrais vous parler de la création de l'OMC, je pourrais vous parler de la création du marché unique européen qui est la zone de libre-échange la plus aboutie qu'on connaisse, mais donc ça fait 3 décennies que les hommes politiques n'arrêtent pas de négocier de nouveaux accords de libre-échange. Et moi, le moins que je puisse constater, c'est qu'on n'est pas spécialement avec un sentiment aujourd'hui d'être plus riche ou mieux portant. Et je trouve qu'à cela, il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles la logique est quantitative et qualitative, elles ont du plomb dans l'aile. Et donc c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter pendant quelques minutes. C'est expliquer finalement pourquoi la lune de miel qu'on nous promet vers le cap des bonnes affaires, finalement elle se termine un peu comme le Titanic en naufrage sur les icebergs. Et donc le premier iceberg qui est sur leur logique de dire si on crée un marché transatlantique ça va être formidable, ça va aider quantitativement tout à se développer, c'est qu'ils ne prennent pas en compte un effet majeur. Et qu'on a bien vu quand on a créé le marché unique européen. Et ce premier effet majeur, c'est celui des fusions et acquisitions d'entreprises. Autrement dit, quand on est passé d'un petit marché comme la Belgique de 10 millions d'habitants à un marché, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, de 500 millions d'habitants, et même 508 millions d'habitants pour être précis, eh bien, on ne garde pas la même structure au sein du marché. Autrement dit, on ne garde pas le même type d'entreprise.
Et on l'a connu dans les années 90, la chose qu'on a le plus entendue à cette époque-là dans les actualités, c'était les phénomènes de fusion et acquisition d'entreprises. Autrement dit, des boîtes qui s'achetaient les unes les autres, qui se mangeaient les unes les autres, qui n'arrêtaient pas de grossir, etc., etc. Et ça, c'est loin d'être anodin, en termes notamment de répartition des richesses ou de qui décide de quoi dans la société. Parce que la différence entre une entreprise familiale locale et une entreprise multinationale, ben, moi je fais de la formation syndicale, c'est mon boulot de tous les jours. Quand je vais voir aujourd'hui des travailleurs en formation syndicale, donc des délégués d'entreprise, ben, y a un truc qu'ils me racontent quasi tous, c'est qu'aujourd'hui leur boss à eux, le véritable boss, celui qui décide les plans stratégiques de leur entreprise, ils ne le connaissent pas et ils ne l'ont jamais vu. Parce que le vrai centre de décision, il n'est plus là où on fait les choses ici en Belgique, ou dans un atelier, ou dans une usine, il est souvent ben, là où est le siège social de l'entreprise. Et quand on est dans des logiques de fusion et acquisition, ce siège social, il s'éloigne terriblement du niveau où justement les syndicats ou les travailleurs peuvent négocier certaines choses. Et donc, autrement dit, ce qu'on crée comme phénomène avec l'idée des fusions et acquisitions d'entreprises, c'est un éloignement des lieux de décision stratégiques des entreprises vers des zones qui souvent sont incontrôlables par les gouvernements et encore plus par les syndicats ou les travailleurs. Et donc ça, c'est un premier gros problème, c'est que finalement, alors qu'on vit ici dans ce qu'on a appelé la démocratie économique, donc l'idée que les syndicats et le monde patronal se rencontrent pour négocier ensemble, mais quand on crée des logiques de fusion et acquisition, on peut continuer à dire qu'il y a de la négociation syndicale ou de la concertation sociale, mais dans les faits, c'est vide. Voilà, moi j'ai des tas de travailleurs qui m'ont raconté, on a des intérimaires depuis 4 ans qui sont renouvelés chaque semaine. Quand on demande de transformer un en contrat à durée indéterminée, eh bien on nous dit on va téléphoner à Genève, et Genève va téléphoner à Washington ou à Chicago, et on aura la réponse dans 4 mois. C'est des réalités de terrain aujourd'hui. Et donc ça, c'est le premier gros problème, c'est qu'on ne tient jamais compte du fait qu'on crée des fusions-acquisitions d'entreprises, autrement dit qu'on éloigne les lieux de décision, et surtout qu'on crée aussi de véritables titans financiers. Parce que certaines multinationales aujourd'hui sont au moins aussi riches que certains États. La Grèce est plus pauvre aujourd'hui que certaines multinationales actives sur le sol de l'Union européenne. Le deuxième gros problème en termes de création de marché unique, c'est alors ce qu'on appelle la libre circulation. Moi je vous avoue que j'aime pas beaucoup ce terme, libre circulation, parce qu'il y a le mot liberté dedans et on se dit ah c'est formidable. Mais en fait, c'est un réel problème cette libre circulation. Parce que quand on a créé le marché unique européen, je vais partir de ça, il y a toute une série de choses qu'on n'a jamais harmonisées. On n'a jamais harmonisé le niveau des impôts à payer, on n'a jamais harmonisé le niveau des, ce qu'on appelle aujourd'hui les charges, mais ce qui à l'époque était les cotisations à la sécurité sociale, donc ce qui permet d'avoir des congés payés, ce qui permet d'avoir des allocations familiales, ce qui permet d'avoir des soins de santé remboursés quand on doit aller à l'hôpital. Tout ça, ça reste différent d'un pays à l'autre, tout comme le niveau des salaires et le niveau des protections sociales. Autrement dit, quand on crée des zones marchandes, des zones de libre-échange de plus en plus grandes, non seulement on donne aux multinationales le moyen de grandir via les fusions et acquisitions, mais en plus on les met dans l'embarras du choix pour choisir les zones qui les intéressent le plus pour se localiser. Et elles n'ont que l'embarras du choix pour choisir les zones où il ne faut pas payer des impôts, où il ne faut pas financer la sécurité sociale, où on peut payer des bas salaires, où les contraintes de travail, ben c'est l'employeur qui les fixe et jamais les syndicats parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire sinon on délocalise. Bref, on crée un peu tous les phénomènes qu'on assiste aujourd'hui et qui sont terriblement forts. C'est celui des restructurations, c'est celui des délocalisations, c'est celui aussi des gouvernements qui n'ont plus qu'une seule idée en tête, c'est de faire davantage de cadeaux aux investisseurs pour essayer de les attirer, mais de faire plus de cadeaux que le voisin. Je suis malheureusement venu en voiture, ben j'entendais qu'Hollande, dans sa déclaration aujourd'hui, il disait quoi? Il disait que ben il allait faire des remises sur les charges qui coûtaient cher aux entreprises. Et ça c'est terrible parce que ça appauvrit terriblement les pouvoirs publics. Autrement dit, ça appauvrit ben, tout le phénomène qu'on peut souhaiter en termes de financement de la sécurité sociale. Ça appauvrit également le niveau de financement des écoles, le niveau de financement des crèches, enfin, et je pourrais continuer comme ça pendant très très longtemps. Et ça les appauvrit au profit de nouveau d'institutions qui ne sont pas des institutions démocratiques, qui ne sont pas des institutions d'intérêt général, qui sont des institutions marchandes, qui n'ont très souvent plus qu'un objectif prioritaire en tête, c'est celui de dégager des marges bénéficiaires les plus grandes possibles. Et donc bref, fusion-acquisition d'entreprise d'un côté, mise en concurrence des travailleurs, des législations ou de la fiscalité de l'autre. Ça donne des choses qui sont terribles. J'ai donné un jour une formation à des travailleurs de Kraft. Ils m'ont dit, nous, on a gagné un contrat contre les camarades d'Espagne. Et je dis, vous voulez dire quoi là? Ben, ils m'ont expliqué. Kraft allait lancer un nouveau produit, une nouvelle ligne de production. Ils avaient décidé de le produire dans la partie Europe de l'Ouest, j'imagine pour des raisons de facilité de transport.
Et en fait, ils ont contacté 2-3 usines en Europe de l'Ouest qui appartenaient toutes à Kraft, et ils leur ont dit à quel prix, à quel rythme de travail et à quel tonnage vous êtes prêts à nous faire ce produit. Ben, dans ces cadres-là, la discussion qui se passe dans chaque entreprise, c'est vous savez bien que si vous baissez pas autant ou plus la culotte que vos voisins, hein, que les travailleurs espagnols ou que les travailleurs allemands, ben, vous n'aurez jamais de marché. Et ce qui est grave, c'est qu'on est vraiment dans une logique où c'est le siège central de la multinationale qui va décider de tout ça. Voilà, ça c'est pour dire pourquoi la logique finalement quantitative, elle ne marche pas du tout. Elle ne marche pas cette logique quantitative parce qu'on ne tient pas compte du déplacement de pouvoir à la fois dans les entreprises entre syndicats et patronat vers des sièges sociaux d'entreprise, mais on ne tient pas compte non plus du déplacement de pouvoir, et là c'est encore plus grave me semble-t-il, des instances démocratiques, qu'on aime ou non les gouvernements qui nous gouvernent, ils ont quand même une légitimité démocratique de par leur élection, vers des sociétés multinationales qui, elles, n'ont aucune légitimité démocratique. Or, quand on met en concurrence la fiscalité, le financement des États ou le financement de la Sécu, c'est bien ce qu'on fait. On déplace un pouvoir qui était démocratique vers des instances qui n'ont rien de démocratique. Ça, c'est expliquer pourquoi la logique quantitative, elle ne marche pas. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait aussi une logique qualitative de création de nouvelles technologies. Alors ça, a priori, ça marche très bien. On regarde autour de soi, on a des tablettes, chaque semaine, il y a un nouveau modèle de portable qui sort, on n'a que l'embarras de choix pour trouver des nouvelles technologies un peu partout. Donc ça a l'air de marcher, mais terriblement bien. En même temps, moi, je voudrais arrêter 2 secondes sur le mot progrès technologique, parce qu'on a un peu, et heureusement tout le monde n'est pas dans ce mode de pensée-là, mais on a trop pris l'habitude dans nos sociétés de se dire qu'une création technologique était toujours un bienfait. Alors moi je veux bien reconnaître que certaines créations technologiques sont des bienfaits, mais en même temps je prétends aussi que certaines créations technologiques ne sont pas du tout des bienfaits. Je vais vous donner un bête exemple, mais quand Monsanto inventait une substance qui s'appelait les PCB, qui était une substance remarquable, hein. Ça résistait à la chaleur, ça résistait à plein de choses, ça résistait aux acides, et donc c'est une substance qui a été utilisée partout, et à haut tonnage, notamment dans tous les systèmes de refroidissement pendant plusieurs décennies. Ce que Monsanto avait oublié de dire, c'est que sa substance, elle était cancérigène, hautement cancérigène, et qu'elle pouvait, selon les molécules, parfois avoir une durée de vie de 5000 ans. Moralité, il a fallu plusieurs décennies avant de se dire, tiens, les PCB, on va arrêter. Et jamais, évidemment, Monsanto, qui était au courant des problèmes, n'a été dire, tiens, on a créé un petit démon. Parce que ça leur apportait tellement d'argent qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils auraient dû dire quoi que ce soit. Alors je pourrais vous dire de Monsanto, je pourrais vous dire des cigarettiers, je pourrais aussi revenir un instant sur la crise financière. Qu'est-ce que c'est que la crise financière? Sinon des banques qui ont été laissées à leur liberté de création de toute une série d'outils, qui ont créé des outils financiers terriblement complexes qui se sont appelés les subprimes. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais c'est finalement la crise financière des subprimes, c'est aussi la conséquence directe du fait qu'on a laissé des multinationales financières, la banque américaine, crier tout et n'importe quoi en termes d'outils technologiques, et qu'au bout du compte, ça nous est retombé sur la figure. Puisque c'est quand même nous qui avons remboursé les banques qui étaient au bord de la faillite. Il ne faut pas vous le rappeler, ça. Et donc, je dis, la logique qualitative de création technologique, elle a une part de vrai, mais ce qui n'est jamais dit, c'est la part de l'ombre. Et la part de l'ombre, c'est aussi bien des produits toxiques en termes, par exemple, de crise financière, que des produits toxiques en termes de santé pour tous les jours. Et c'est pas rien. Aujourd'hui, le nombre de produits toxiques qui se baladent dans la nature, alors entre les OGM, les PCB, les perturbateurs endocriniens, et on pourrait faire une conférence toute la soirée uniquement sur ce sujet-là, on n'aurait malheureusement que l'embarras du choix. Et le problème dans un monde où justement on est en charge d'attirer des investisseurs pour essayer de créer de l'emploi, parce que c'est bien dans cette situation-là que nous mettons les conditions de libre-échange, le problème qu'on a, c'est qu'on a tendance à ne pas trop regarder justement au contenu des produits créés, parce que dès qu'une entreprise s'installe quelque part, on est déjà bien content qu'elle s'installe, et regarder le contenu des productions, est-ce que c'est toxique ou pas, est-ce que c'est dangereux pour la santé humaine ou pas, c'est quelque chose qu'on aura beaucoup de mal à faire, parce que la priorité devient attirer des investisseurs envers et contre tout. Et donc voilà pourquoi un petit peu le navire sombre finalement. C'est parce que le grand mât de la compétition mondiale dans lequel on veut nous placer, eh bien, il nous met dans une situation où les pouvoirs politiques, qui sont tout à fait partie prenante au départ, hein, c'est eux qui donnent leur accord à lancer ces négociations, mais une fois qu'ils ont donné leur aval et signé les accords, eh bien, ils se retrouvent avec beaucoup moins d'autonomie que par le passé. Beaucoup moins d'autonomie parce qu'il y a le chômage qui augmente, parce qu'il y a des délocalisations et des restructurations pour financer les fusions-acquisitions. Beaucoup moins d'autonomie parce qu'ils sont eux-mêmes en compétition pour la fiscalité ou pour financer la Sécu et qui sont tous dans des logiques, tiens, on va inventer les intérêts notionnels, tiens, on va faire des réductions de charges patronales, tiens, on va diminuer le niveau des impôts sur les grandes entreprises. Autrement dit, on va avoir moins d'argent dans les caisses
au moment où en plus le niveau du chômage augmente et donc il faut bien financer les chômeurs. Donc on en arrive aux politiques qu'on connaît aujourd'hui, c'est de dire, ben finalement, s'il y a beaucoup de chômeurs en Belgique, c'est de la faute des chômeurs et on va les activer, voire on va tout doucement les diriger vers les CPAS. Et donc tout ça se tient. C'est un tableau qui colle avec la réalité de tous les jours. Raison pour laquelle moi je dis, négocier avec les États-Unis un projet de libre-échange, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, et alors là je viens un petit peu à mes différentes conclusions, d'abord ça repose sur un mensonge. Et ce mensonge c'est de parler de libre-échange. Dans les faits, le marché n'est jamais libre. Moi j'ai une formation d'anthropologue, les marchés ça existe depuis des milliers d'années, mais les marchés, on l'oublie trop souvent, c'est pas du tout quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui est terriblement régulé. Même nos marchés à nous sont terriblement régulés. Aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis, ils ne sont pas du tout en train de négocier la suppression des lois qui gouvernent le marché, ils sont en train de les aménager différemment. Par exemple, je vais vous donner un bête exemple, mais un des trucs que sont demandeurs les multinationales, c'est de renforcer le droit de propriété intellectuelle. Le droit de propriété intellectuelle, c'est des législations. C'est des lois qui vont dire, tiens, le droit de propriété intellectuelle, il existe jusque-là, jusque-là ou jusque-là. Donc, pour créer un marché, il faut des lois. S'il faut des lois et des règles du jeu pour créer un marché, il faut des institutions. Des institutions qui peuvent être publiques, comme les parlements, des institutions qui peuvent être démocratiques parfois, des institutions qui peuvent être aussi complètement privées, comme les multinationales. Parce que je ne dirais pas qu'une multinationale est un petit acteur anodin, comme monsieur et madame tout le monde quand on va faire nos courses. C'est quand même un acteur de poids. Et finalement, les marchés, et c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que c'est guidé par des valeurs. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure dans le débat, je n'ai pas orienté, mais je vais vous donner deux bêtes exemples. Aux États-Unis, on vend les armes à feu de façon libre. Parce que les valeurs américaines, voilà, les valeurs majoritaires dans cette société-là, c'est de dire que oui, on peut vendre des armes à feu. Si on allait demain faire un marché avec les pays d'Asie, ben on aurait peut-être un petit peu de problème sur certaines valeurs alimentaires. À savoir, tiens, est-ce qu'on peut manger du chien? Parce que chez eux, on peut manger du chien. Chez nous, ça ne fait pas trop. Inversement, si je vais en Inde, c'est la vache qui est un animal sacré, et ils diraient, ah non, non, nous, hors de question de tuer des bovins pour les manger. Donc, le marché s'est guidé par des valeurs, et le problème, justement, des négociations transatlantiques, c'est que les valeurs qui en sont à la base, c'est des valeurs qui méprisent le social, c'est des valeurs qui méprisent beaucoup de choses, mais qui méprisent notamment la démocratie, et profondément. Et ça, je crois qu'il est important de s'en rendre compte. Alors, c'est vrai, dans le vocabulaire, quand Karel de Gucht a annoncé quel était l'objectif officiel des négociations transatlantiques, il a dit « on voudrait éliminer les distorsions législatives entre l'Europe et les États-Unis, ou on voudrait supprimer les barrières non tarifaires au commerce ». Quand vous vous arrêtez 2 secondes et que vous réfléchissez à ce que signifient ces mots, c'est le travail parlementaire. C'est le fait que des lois ont été votées par des parlements et par des gens qui avaient été élus pour voter ces lois. Eh bien, c'est ça que Karel de Gucht nomme les distorsions législatives. Le travail parlementaire n'était pas le même en Europe qu'aux États-Unis, et donc il y a des différences législatives qu'il va falloir supprimer. Mais c'est quand même terrible de se dire que le travail et le fruit de la démocratie, c'est une distorsion législative, ou c'est une barrière non tarifaire au commerce. C'est vraiment de dire que finalement la démocratie n'est qu'une espèce de branche sur un grand arbre qui s'appelle l'économie, et que l'économie est de loin ce qu'il y a de plus sacré. Deuxième aspect qui pose beaucoup de problèmes, et là je viens un peu sur l'avancée des négociations et comment ça se passe concrètement, ceux qui créent des législations en soutien du marché, c'est des instances qui peuvent être plus ou moins démocratiques ou pas du tout démocratiques. Et bien ici on est quand même face à un processus qui est terriblement technocratique. Et je vais vous l'expliquer en 2 mots à travers une petite image. Quand l'URSS existait, il y avait 200-300 millions d'habitants en URSS, je ne me souviens plus du chiffre précis. Et on disait, et avec raison, et je soutenais ce genre de discours, qu'il était scandaleux qu'une petite clique de gens au sein de l'organe central du Parti communiste à Moscou décide pour 330 millions de personnes comment devait fonctionner leur monde à eux. Et franchement, on avait raison de critiquer ça, à mon sens. Aujourd'hui, si on additionne la population européenne et la population américaine, ça fait 830 millions de personnes. Eh bien, croyez-le ou non, ceux qui négocient l'harmonisation des législations transatlantiques, donc européennes et américaines, nationales pour passer vers le transatlantique, c'est 20 groupes de technocrates. Donc c'est des gens qui n'ont été élus par personne, à part que la Commission européenne les a désignés d'un côté et que le gouvernement européen les a désignés de l'autre. C'est des gens que ni vous ni moi on ne connaît, mais c'est des gens qui négocient aujourd'hui l'harmonisation des lois pour 830 millions de personnes. Et ça ne choque personne. Je trouve ça affolant de se dire, tiens, en termes de démocratie, on ouvre grand la porte dans le processus de négociation
à finalement un phénomène où ceux qui vont aller négocier, c'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est des gens qui n'ont de compte à rendre à aucun électeur, et c'est souvent des gens qui, en plus, et là je reviens un petit peu sur le problème du lobbying, sont souvent par contre de très proches amis de pas mal de gens qui flirtent avec pas mal de lobbies marchands. Et donc il y a quand même un danger et un sérieux souci sur lequel il faudrait se pencher là. D'autant que, et là je viens un peu de nouveau sur l'avancée des négociations, les négociations elles se font comment? Ils font 4 à 5 jours de réunions consécutives. Ils ont commencé en juillet, ils ont fait ça au mois de novembre ou décembre, et ils vont faire ça d'ici peu de temps. Donc, ça se passe toujours terriblement à l'écart de ce qu'on va nous raconter au journal parlé, de ce qu'on va lire dans les journaux, mais pourtant ça se négocie, et donc une fois qu'ils auront suffisamment avancé, pour peu qu'ils arrivent à convaincre tous les États membres de signer, ce genre de projet passera. Ça c'est un problème. Dernier problème, et il n'est pas des moindres, donc je l'ai dit, créer un marché transatlantique, ça va créer beaucoup de concurrence entre les travailleurs, beaucoup de concurrence entre les niveaux d'impôts, les niveaux de financement de la sécurité sociale, les politiques gouvernementales pour essayer d'attirer des investisseurs. Mais il y a des petits vices cachés en plus, et l'un des grands dangers des négociations transatlantiques, quelque chose qui a été ajouté dans le mandat de négociation, c'est l'idée d'autoriser les multinationales à déposer plainte contre des États. Et donc ça, il faut quand même bien se rendre compte de ce que c'est. À une époque, on nous dit à nous, va falloir vous serrer la ceinture, parce qu'on a dépensé trop, on ne rappelle plus que c'est pour sauver les banques de la faillite, on a dépensé trop d'argent et donc va falloir vous serrer la ceinture. On est en train de négocier avec les États-Unis un système juridique où, s'il est voté de nouveau, quand une multinationale ne va pas être contente, elle va avoir le droit de déposer plainte contre un État, mais ce n'est pas la législation, le droit national qui va être compétent, c'est un droit international qui va être compétent pour juger de l'affaire. Autrement dit, c'est parfois des chambres de commerce ou des choses comme ça, ou des instances internes, par exemple à la Banque mondiale, qui vont être les institutions compétentes pour juger de la situation. C'est quand même terrible à se dire, parce que ce n'est pas des institutions de nouveau très démocratiques, et surtout ça ouvre grand la porte à l'idée de laisser de nouveau des grosses sociétés utiliser l'argent public, autrement dit l'argent de nos impôts, comme un tiroir-caisse. Et je vais vous donner un seul exemple de législation de ce type-là, parce que ça existe déjà parfois, c'est la République slovaque. La République slovaque, à un moment donné, elle avait privatisé les soins de santé. Et puis elle s'est rendue compte que c'était pas terrible, parce que ça excluait toute une série de personnes. Ceux qui n'arrivaient pas à financer leur assurance en soins de santé, ils n'avaient pas droit aux soins de santé. Autrement dit, le gouvernement slovaque, il a voulu faire marche arrière. Et il a fait marche arrière. Eh bien, il y a un assureur néerlandais qui s'appelle Achmea, qui a dit « Moi, je ne suis pas d'accord, je suis actif sur ce marché, ça nuit à mes affaires, et donc je réclame des dommages et intérêts. » Eh bien, Achmea a reçu 22 millions d'euros de dédommagement de la part de la République slovaque. Autrement dit, tous les citoyens slovaques ont dû passer à la caisse. Je pourrais encore vous parler, mais j'arrive au bout de mes 30 minutes, donc je ne vais pas m'attarder davantage, des conséquences environnementales du marché transatlantique. On est à une époque, donc 2014, ça va être la sortie du nouveau rapport du GIEC. Les chiffres sont on ne peut plus catastrophiques. Grosso modo, on est dans le pire scénario qu'ils avaient imaginé lors du dernier rapport en 2007-2008. Et chaque sommet climatique se solde par un constat d'échec. Quand on favorise le commerce international, autrement dit, quand on pousse par exemple des tomates à faire 8000 km avant de tomber dans nos assiettes parce qu'on décide de les produire là, puis de les faire passer là, et puis de faire passer là, avant qu'elles n'arrivent chez nous, ça fait des gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre qui sont à la fois stupides sur le plan social, puisqu'on crée de l'emploi un peu partout, mais pas de l'emploi de qualité, de l'emploi de mauvaise qualité. Et puis ça aggrave le problème de réchauffement climatique. On en revient dans le débat, mais ça c'est des choses qu'il faudrait prendre en compte, et très rapidement, parce que si on ne prend pas en compte quelque chose comme le réchauffement climatique, on va au-delà de gros problèmes en termes de modification des environnements terrestres. Et alors la dernière chose que je voulais souligner, c'est que je vous ai parlé beaucoup du projet, alors que eux ils disent commercial, mais j'espère que vous avez compris que c'est quand même un projet politique, parce que quand on touche aux lois, on n'est pas dans le commerce, on est dans la politique. Mais il faut savoir aussi qu'il y a toute une série de coopérations judiciaires, policières et sécuritaires qui sont déjà bien avancées entre l'Europe et les États-Unis, notamment des échanges de données, notamment la possibilité pour les forces de l'ordre américaines de venir travailler sur le territoire européen, notamment pas mal de transferts divers de l'Europe vers les États-Unis. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il y a beaucoup d'informations aussi de ce type-là que je pourrais vous donner. Je ne vais pas vous les donner parce que je n'ai pas le temps de le faire et que je voulais me concentrer sur l'enjeu des négociations ici. Ce que je voudrais juste vous dire, et j'espère que vous avez compris, c'est que finalement, si on s'intéresse à regarder d'un peu plus près ce qu'est ce projet de libre-échange,
Ben, il faut se dire que c'est un petit peu à la démocratie ce que McDo est à la gastronomie. Voilà. Et que on va revenir après sur les possibilités d'action. Nous, on a créé, donc le CEPAC a créé il y a 3-4 ans d'ici une plateforme d'opposition à ce marché transatlantique. Vous avez toutes les petites feuilles qui sont là-bas avec des articles, etc. Sur ce site d'information, vous trouverez aussi bien un texte de plateforme, donc de mobilisation. Vous trouverez aussi des actus avec toute une série de choses. Quand je disais par exemple que le centre de recherche n'était pas indépendant, ben on en a fait un article qu'on a mis en ligne. Donc il y a une petite rubrique actu où vous pourrez trouver des informations complémentaires. Et puis surtout, si vous vous inscrivez à la newsletter, eh bien, le jour où il y aura des actions décidées contre le marché transatlantique, on vous préviendra via la newsletter. Je vous remercie. Voilà, donc on va passer la parole à la salle pour des réactions. J'avais 2 petites questions de précision. Donc, tu expliquais que Voilà, donc tu as expliqué que les États avaient donné un mandat à la Commission pour poursuivre ces négociations. Est-ce que dans ce mandat, il y a une série de balises ou de cadres qui étaient, que les États ont donné à la Commission? Première chose. Et deuxième question, en termes d'échéance, est-ce qu'il y a un échéancier prévu pour aboutir, ou bien ça reste ouvert? Peut-être juste répondre à ces 2 questions-là directement. Alors, les balises pour le mandat, c'est très simple à résumer. Nous, depuis qu'on s'oppose à ce marché transatlantique et qu'on contacte les médias à ce niveau-là, autant la presse associative parle beaucoup du projet, autant les grands médias ne nous ont jamais donné écho à ce qu'on faisait. Par contre, les frères Dardenne, si vous vous souvenez, vers le mois de mars ou avril, je ne sais plus très bien, ont ce qu'on peut appeler pousser une gueulante, avec toute une série d'autres réalisateurs célèbres, pour dire « mais c'est terrible, vous voulez à nouveau faire de la culture un objet marchandise ». Et donc ça a fait beaucoup de remous médiatiques, ça a fait beaucoup de remous gouvernementaux, et donc il y a eu toute une série de discussions à ce niveau-là. Et finalement, suite notamment à la montée au créneau de gouvernements comme la France, qui a déclaré il est hors de question qu'on fasse de la culture une marchandise, il y a une seule chose qu'on a retirée provisoirement du mandat de négociation, et c'est même pas la culture au sens large, parce que la littérature ou le théâtre ça peut être dedans, c'est uniquement le cinéma et l'audiovisuel. Donc c'est les seules choses qui sont pour l'instant retirées du mandat de négociation. Tout le reste est ouvert à négociation. Mais les seuls trucs qui sont vraiment exclus de la négociation, c'est l'audiovisuel et le cinéma. En sachant qu'en plus, quand la France et tous les pays qui avaient demandé ça ont obtenu victoire, le gouvernement britannique et la Commission européenne se sont empressés d'ajouter qu'ils allaient tout faire pour quand même remettre le sujet sur la table tôt ou tard. Alors l'échéancier, ça c'est particulièrement compliqué parce que c'est très opaque ce qui se passe. Je voulais un peu expliquer, c'est des groupes de négociation qui sont très peu connus. En même temps, la Commission européenne a fait un énorme effort. Ça veut dire que chaque fois qu'une semaine de négociation se termine, elle prévoit un petit point de presse avec le monde associatif. Pour dire que quand même, on a prévu le monde associatif, vous voyez bien que vous participez. On n'est jamais invité au niveau des négociations en amont, hein, ça on n'est pas invité, il ne faut pas délirer. Mais donc, il y a 2 possibilités. Soit ils vont terriblement vite et ils arrivent à tout conclure pour le mois de mai, parce que je vous rappellerai qu'en mai 2014, il y a des élections européennes. Et donc, s'ils arrivaient à tout faire pour le mois de mai, c'est évidemment sur du velours pour eux, parce que pour l'instant, ils ont le rapport de force politique au Parlement européen, le rapport de force politique au sein de la Commission européenne pour y parvenir. En même temps, l'enjeu des négociations est tellement vaste que j'ai un peu de doute, et surtout beaucoup d'espoir qu'ils n'y arriveront pas. Alors après, s'ils n'y arrivent pas pour là, il faut voir, peut-être 2014, 2015, c'est difficile à dire. Ça dépendra aussi à savoir à quel point ils arrivent ou non à s'entendre, ou à quel point ils tombent sur des points d'achoppement. Ok, merci. Voilà, vous avez la parole. Et donc je vais prendre 3 réactions aux questions par 3 auxquelles on pourrait y répondre. Oui. Oui, alors pour moi c'est pas super clair. En quoi ces accords transatlantiques vont favoriser les fusions, acquisitions via les multinationales? Ils n'ont pas attendu ces accords pour fusionner à tout va. On va peut-être en prendre 2-3 oui. Et on répondra. Oui. Oui, j'en ai plusieurs, je ne sais pas si je peux les poser ensemble, elles sont brèves, mais peut-être la réponse est longue. D'où vient d'abord quelle est l'initiative? Est-ce que c'est plutôt états-unienne ou européenne de lancer cet accord? Et alors, quel est le rapport de force en Europe? Est-ce qu'il y a, vous dites, j'ai l'impression que vous dites que les jeux sont un peu faits, quelle est l'opposition, quel est le poids d'une certaine opposition et qui représente-t-elle? Qui est dedans? Okay. Merci.
Une Oui, question après, de je vais- remarque là, et puis on va y répondre. C'est Oui. vrai que les États membres ne sont pas tenus au courant des négociations avec On l'entend pas, on n'entend pas. Est-ce que c'est vrai que les États membres ne sont pas tenus des négociations? Alors, premier point, les fusions-acquisitions. Tout simplement parce que, donc il y a deux points déjà. Il y a le droit de libre circulation, donc de délocaliser un peu où ils veulent, de choisir librement les zones à bas salaire, à basse fiscalité, etc. Mais donc pourquoi fusion-acquisition? Quand on est passé de marchés nationaux à un marché européen, et ça s'est créé officiellement début 93, un marché unique européen, on a bien vu que tout au long des années 90, ça a été fusion et acquisition. Ça a commencé avec la fameuse affaire de Carlo De Benedetti qui avait fait son OPA sur la Société Générale. Mais on a bien vu qu'il y avait des fusions et acquisitions parce qu'effectivement, comme il y a plus de consommateurs potentiels à toucher avec un même produit et sans aucune entrave à la libre circulation des produits, on peut avoir une entité de production beaucoup plus grosse qu'auparavant. Et donc ici, on va passer, si on crée un marché transatlantique, d'un marché respectivement de 320 millions d'habitants aux États-Unis et de 508 millions d'habitants au niveau européen. Autrement dit, on va passer à un marché qui va être de 830 millions d'habitants. Et sur ce marché-là, il n'y aura quasi aucune contrainte dès qu'on produira, que ce soit au fin fond du Mississippi ou au fin fond de la Roumanie, on sera quasi assuré pour beaucoup de biens et services que ça pourra circuler librement d'un côté à l'autre. Mais forcément, ça va générer des fusions-acquisitions. Forcément, ils vont se manger les uns les autres. Parce que l'un des espoirs justement de toutes les lobbies multinationaux qui sont derrière, c'est de quoi? C'est d'arriver dans des situations où d'une part ils continuent à croître en termes de chiffre d'affaires et en termes de contrôle de toute une série de secteurs qui sont pour eux des enjeux stratégiques, et d'autre part ils essayent aussi d'avoir des contrôles aussi bien de nouveaux secteurs que des contrôles de n'avoir plus que des petits concurrents. Une multinationale, ça ne la dérange pas d'avoir 2000 PME en concurrence si le chiffre d'affaires est ridicule par rapport à ce qu'ils gèrent eux, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà un petit peu en quoi ça va générer des fusions et acquisitions. Et je vais quand même rajouter aussi un point important sur le thème des fusions et acquisitions, c'est qu'un des secteurs qui est le plus en danger côté européen par ces accords-là, c'est le secteur des soins de santé, le secteur de la sécurité sociale. Parce qu'aux États-Unis, c'est un secteur qui n'est pas public, les soins de santé, c'est entièrement privatisé. Bon, même si Barack Obama a fait une réforme, c'est une réforme qui passe toujours par le secteur privé. Autrement dit, aux États-Unis, on a toute une série d'assureurs et d'acteurs marchands dans le secteur des soins de santé qui sont spécialisés sur ces thématiques-là et qui sont actifs. Donc, par exemple, dans ceux qui ont adressé des demandes au gouvernement américain, il y a, alors je me souviens plus du nom précis, mais je vais vous le refaire à la mode dont je me souviens. C'était l'alliance l'alliance marchande pour des soins de santé compétitifs. C'était un truc de cet acabit-là. Et il y avait des assureurs, il y avait des fournisseurs de matériel médicaux, enfin il y avait toute une série d'acteurs qui étaient actifs dans les soins de santé au sens large. Si on crée ce marché transatlantique, moi je vous mets ma main à couper qu'on ne tient pas 15 ans encore avec une sécurité sociale comme elle existe aujourd'hui. Parce qu'ils vont venir avec un appauvrissement du financement public, donc qui va justifier de faire des réformes. Et les réformes, ça va être notamment de vendre une partie des soins de santé à des assureurs qui vont, nous dira-t-on alors, vont gérer ça beaucoup mieux que ne le ferait l'État, etc., etc. Voilà. Sur la question de qui est à l'initiative de ces... Alors, quel est le rapport de force alors, entre les oui, deux l'initiative. Moi, je le répète, l'initiative, c'est d'abord le monde marchand. Ça, c'est important à savoir. Européens et États-Unis. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Peut-être un peu plus américain qu'européen, d'ailleurs, au départ. Notamment, un des lobbies les plus actifs au départ, c'est l'American Chambers of Commerce. Autrement, les entreprises qui sont membres des chambres américaines de commerce. Maintenant, si je me penche uniquement sur la dynamique gouvernementale, alors là, c'est assez comique, parce que sur tout ce qui est sécuritaire, c'est le gouvernement des États-Unis qui était le plus demandeur, et on le comprend parce que les accords sont vraiment à géométrie très, très inégalitaire. Par contre, sur le commerce, honnêtement, c'est l'Europe qui était la plus demandeuse, la Commission européenne. Elle faisait même du rentre-dedans aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, où Bush, à l'époque, ça ne l'intéressait pas du tout, et où même Barack Obama, il a laissé longtemps avant de dire OK. Donc voilà, donc sur la dynamique sécuritaire, c'est plutôt le gouvernement américain qui était demandeur. Sur la dynamique commerciale, mais j'aime pas ce mot-là parce que c'est une dynamique politique, là je dirais quand même que la Commission européenne était plus demandeuse au départ que le gouvernement des États-Unis. Alors le rapport de force en Europe, ça c'est assez intéressant. Moi je ne pense pas du tout que tout soit joué. Je pense que ça dépendra de la pression populaire. Voilà. Si je devais analyser le rapport de force au niveau des gouvernements, aujourd'hui ils sont tous pour. En même temps, un gouvernement c'est tout à fait susceptible de changer d'avis une fois que la rue est dans la rue, justement.
Et si je regarde les rapports de force au sein du Parlement européen, vous verrez que j'ai mis 2 articles là-dessus. C'est un article général sur comment est-ce qu'ils ont voté. Donc quand on a créé ce mandat, enfin quand on a dit à la Commission européenne, vous pouvez négocier. Le Parlement européen a été consulté. Bon, le Parlement européen aurait dit non. La Commission européenne aurait quand même pu recevoir ce mandat parce que c'est les États membres qui décidaient. Mais ce qui était intéressant avec ce vote, c'est qu'on pouvait voir qui votait quoi. Et là, je vais résumer les grands enjeux en termes de groupes politiques européens. Ce n'est pas les mêmes tout à fait que les partis en Belgique. Mais vous avez le plus grand parti au Parlement européen, c'est le Parti populaire européen. Donc ça reprend notamment un parti comme le CDH, par exemple, ou comme l'UMP français. Le Parti populaire européen, il a voté pour à fond la caisse. Vous prenez un deuxième parti important qui est tout ce qui est ADLE. Donc ADLE, c'est les libéraux. Il y a une partie des libéraux qui se retrouve au PPE. Le MR se retrouve à l'ADLE. Donc c'est l'association des démocrates et libéraux européens, si j'ai bonne mémoire. L'ADLE, ils ont voté pour à fond la caisse. Vous prenez le groupe socialiste, et ça c'est un peu plus inquiétant. A priori on pourrait dire, les socialistes ils vont être un peu critiques, ils vont voter contre. Mais très majoritairement ils votent pour. Alors il y a des exceptions, heureusement, mais très majoritairement ils votent pour. Dans les exceptions heureuses, il y a les socialistes francophones de Belgique. Alors, et ça, je vais un peu dire que c'était pas le cas il y a 3 ans d'ici. Il y a 3 ans d'ici, ils avaient plutôt tendance à voter comme les autres, donc à mon sens comme des idiots, ou en tout cas contre l'intérêt général. Et je pense que le fait qu'on ait développé une campagne et que la FGTB soit quand même relativement proche du PS francophone a pu jouer dans l'inflexion des votes des parlementaires socialistes au niveau européen. Le groupe écologiste maintenant, le groupe des Verts, c'est le groupe qui, il y a 4 ans d'ici, ils auraient été un peu entre des hésitations, mais là ils ont très massivement basculé et ils sont résolument contre. Donc là c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est que les écologistes, c'est un groupe où en tout cas sur les derniers votes qu'il y a eu au Parlement européen, ils ont tous voté comme un seul homme ou comme une seule dame pour dire on n'en veut pas de cet accord-là. C'est d'autant plus remarquable que quand je vous disais que le TPN, donc ce fameux lobby, avait des pions un peu partout, il y a 2 écologistes allemands qui en sont membres. Et bien en l'occurrence, ils ont quand même voté comme le groupe écologiste. Et alors le dernier grand groupe politique qui est opposé depuis longtemps à ce genre d'accord aussi, c'est le groupe de la gauche, donc c'est la GUE. Donc c'est le parti de Mélenchon, les partis communistes, des choses comme ça. Eux, ça fait très longtemps qu'ils sont opposés. Donc si je devais résumer la situation au niveau européen... L'extrême droite, alors, et l'extrême droite, ça c'est très divisé. Ça dépend, il y a deux logiques différentes. Si je prends le FN, ils sont contre, pour des raisons de souveraineté nationale française. En même temps, c'est pas l'extrême droite, mais je vais prendre l'exemple de la NVA, qui est un parti séparatiste. La NVA, ils sont très autonomistes flamands, mais dans un monde de compétitivité. Et donc, eux, ils voteraient pour à fond la caisse. Et donc l'extrême droite elle est fort divisée. Il y a une extrême droite qui est très souverainiste et qui va dire il est hors de question qu'on abandonne par exemple des pouvoirs aux banques centrales européennes ou à des institutions transatlantiques. Et puis il y a toute une partie d'extrême droite qui va dire oui on est facho, mais on veut être facho et compétitif à la fois. Voilà. Il y avait, par rapport à la question de monsieur, c'était aussi dans quelle mesure, comment est-ce que les États, les États membres sont informés de l'évolution. Alors, je ne connais pas le détail de cet aspect-là, mais j'ai envie de dire que très souvent, les parlements nationaux, voire européens, ne sont généralement pas informés de ça. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir les textes en dernière minute. Je vais prendre un autre exemple. On a eu un accord qui est quasi maintenant finalisé avec le Canada, qui est du même tonneau, qui est aussi une horreur absolue. Eh bien, moi, je me souviens avoir lu il y a 1 an les parlementaires canadiens qui demandaient à pouvoir consulter l'accord. Que tous les lobbies marchands avaient dans les mains. Eux, ils ne les avaient pas de problème. Mais les parlementaires canadiens et le monde associatif canadien, il y a 1 an d'ici, se plaignaient qu'ils n'avaient aucune copie de l'accord. Et donc, ça renvoie un petit peu à ce qu'a annoncé la Commission européenne juste au moment où elle a reçu son mandat de négociation. Elle a dit ce mandat de négociation est classé confidentiel et secret. Pour ne pas déforcer nos négociateurs, on ne le transmettra à personne. Bon, en l'occurrence, moi j'avais après 3 jours, donc on sait bien qu'on l'a. Mais ça donne bien le ton. C'est que les informations sensibles, si elles seront transmises, elles le seront à travers les canaux les plus neutres et les plus lisses possibles pour que ça ne fasse pas de vagues. Oui, je voudrais rajouter une toute petite chose. Raoul Marc Génard, qui fait partie du Front de gauche, qui a étudié donc en fait tout ce qui se prépare, la GCS qui a précédé, les accords de l'OMC qui ont, disons, à moitié abouti, a mis en évidence une chose très importante, c'est que le gouvernement américain n'est pas un partenaire fiable. C'est-à-dire qu'il respecte sa parole quand ça l'arrange, et quand ça n'arrange pas, disons qu'il ne respectera pas les accords.
Raoul Marc Génard a mis en évidence qu'il y a un précédent. Ce sont les accords de l'ALENA, qui est en fait un accord semblable entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Chaque fois que le gouvernement américain a été mis en cause par des entreprises mexicaines ou canadiennes, ces dernières entreprises n'ont jamais eu gain de cause. Par contre, quand des multinationales américaines ont fait des procès au gouvernement canadien et mexicain, ces gouvernements ont dû payer des millions et des centaines de millions de dommages. Donc on a affaire ici, pour parler de rapport de force, à un partenaire qui n'est pas loyal et qui ne sera jamais loyal. Et ça, c'est une pierre de touche qu'il faut mettre en évidence. Oui, Je peux dire que je suis d'accord avec ce que tu racontes, voilà. Oui. Vous voyez, je suis latino-américaine et nous avons fait le même travail que vous avez fait, mais malheureusement, le pouvoir, la force a été contre nous parce qu'on n'avait pas la chance que vous avez de vous rassembler. Les gens sont en train de souffrir en Amérique du Sud. Mais quand même, nous avons fait l'exposition et nous faisons jusqu'à maintenant de la postérité en espagnol pour montrer quel était l'impact, surtout aussi au niveau rural et dans la ville. Parce qu'au Mexique, vous savez, 15 millions de Mexicains qui sont restés dans la rue. Parce qu'avec le commerce pour le maïs entre la Nord-Amérique et le Mexique, alors les Mexicains produisaient les cantons de maïs à $120 et les Américains, le maïs même angélique à 80, j'étais sur le marché mexicain. C'est fait qu'il y a fait 15 millions de paysans dans la rue. Alors où ils sont émigrés? Dans la ville. Et dans la ville, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises textiles mexicaines, ils sont dû fermer parce que les Américains, ils sont envahis avec leurs produits. En disant, même au gouvernement mexicain, vous savez, nous sommes dans cet accord avec ELENA. Et dans l'accord ELENA, vous, en tant qu'État mexicain, vous ne pouvez pas financer l'entreprise nationale. Si vous le faites ça, nous aussi, les multinationales qui sont au Mexique, vous aussi, vous devriez nous donner la même subvention. Comme ça, on sera égal. Nous avons maintenant les résultats. L'éducation par terre. La santé, la même chose. La violence a augmenté. Les enfants dans la rue vivent plus qu'avant. Je vous donne entièrement raison, madame. Et ça rejoint tout à fait ce que je disais. Hein. On va nous dire que ça va créer des richesses. Et en fait, ça déplace surtout du pouvoir d'instances qui sont relativement démocratiques. Après, on peut débattre est-ce qu'on est dans une démocratie qui est bien, qui n'est pas bien, etc. Mais en tout cas, des instances qui sont quand même des parlements, c'est élu. En tout cas, le Parlement national en Belgique, enfin fédéral ou régional, il est élu, et donc il a quand même une légitimité démocratique. Ça déplace ce genre d'accord de libre-échange, ça déplace vraiment du pouvoir d'instances démocratiques publiques vers des instances qui n'ont à la fois rien de public et surtout rien de valeur en termes de soucis d'intérêt général. La seule valeur, ça va être effectivement de tirer un maximum d'argent où ils le peuvent, et qu'il y ait des enfants à la rue, qu'il y ait c'est le moindre de leurs soucis. Une question, vu qu'on a négocié beaucoup d'accords de libre-échange, notamment avec les pays latino-américains, est-ce qu'on ne va pas se retrouver coincé par la clause de la nation la plus favorisée? La clause de l'OMC par laquelle il est possible de porter plainte pour des différences au niveau des normes? Alors, ce qui est intéressant de voir, en tout cas si je vais de nouveau un peu fouiner dans ce que raconte notamment le Transatlantic Policy Network, c'est très intéressant de voir, à un moment donné, ils ont dit dans un document, le marché transatlantique est l'encre, comme l'encre de navire, du marché mondial. Et là, c'est intéressant de voir un peu le raisonnement à eux, donc je parle du point de vue des multinationales. Le raisonnement, c'est que pour l'instant, c'est un peu bloqué au sein du round de Doha, donc des négociations multilatérales au sein de l'OMC. Et ça les ennuie parce qu'eux, ils aimeraient bien avancer, parce que, bah, voilà, ça va leur offrir davantage de pouvoir et davantage de liberté, donc moins d'entraves. Ils détestent les entraves, ces gens-là, c'est trop démocratique et ça ne leur plaît pas. L'idée de faire un partenariat transatlantique, c'est une des manières de négocier justement l'aboutissement. Donc pour elles, l'ambition, et c'est très clair quand on lit leur prose, c'est d'arriver un jour à un marché mondial. Autrement dit, d'avoir un jour des législations mondiales et donc une libre circulation totale pour toute une série de produits. Ça implique évidemment de passer vers des législations qui soient mondiales. C'est pas facile à obtenir. C'est l'un des enjeux de l'OMC sur certains secteurs précis, mais c'est pas facile à obtenir. Il y a beaucoup de blocages. Et bien, le pari des multinationales américaines et européennes qui sont membres du TPN, c'est de dire si on crée demain des normes transatlantiques, que ce soit les normes en termes de prise de courant, en termes de qu'est-ce qui est acceptable dans les assiettes, dans l'alimentation, dans la pharmacie. Si on arrive demain à créer des normes transatlantiques, vu le poids
commercial de l'Europe et des États-Unis mis ensemble, c'est deux poids lourds terribles, évidemment, si on les place à l'échelle du monde. Alors il y a de fortes chances qu'on arrive à imposer à l'ensemble des pays asiatiques, et notamment à nos concurrents asiatiques, d'épouser nos propres normes, parce qu'elles auront intérêt, parce que si elles se privent de ces normes-là, elles vont se priver d'un marché qui est énorme. Et l'idée est que si on arrive à entraîner l'Asie à adopter nos normes, non seulement on aura un avantage compétitif en termes d'entreprise, puisque ce seront nos normes à nous qui seront choisies comme référence, mais en plus, si on arrive à attirer l'Asie vers ces normes-là, alors aller vers un marché mondial ne posera plus aucun problème. Parce que si l'Asie, l'Europe et les États-Unis se mettent d'accord, je ne pense pas que l'Afrique ou l'Amérique du Sud vont pouvoir dire grand-chose. Enfin, j'espère qu'ils pourront dire grand-chose, mais je ne suis pas certain qu'on va leur laisser beaucoup la parole, malheureusement. Oui, oui, monsieur. J'ai une question peut-être un peu naïve. On a expliqué tantôt que le but était de déconstruire des lois qui ont été votées. D'un point de vue légal, comment est-ce qu'on peut bien arriver à démonter quelque chose qui a été voté sans... ça pose un problème légal, démocratique, etc. Alors, pour moi, ça pose un problème démocratique. Comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que grosso modo, on a 20 groupes de négociation. J'ai la liste ici, je peux vous les sortir tout à l'heure si vous voulez les voir. Donc, il y a 20 groupes de négociation qui vont négocier jusqu'à arriver ou non à un accord. S'ils arrivent à un accord, je pense qu'on va malheureusement assister, s'il n'y a pas eu une pression populaire très forte d'ici là, on risque d'assister à ce qu'on assiste toujours. Et là, je vais reprendre ce qu'on appelle la gouvernance économique européenne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais depuis la crise financière, vous savez, quand les banques ont été au bord de la faillite, qu'on les a sauvées en disant elles sont trop grandes pour mourir, et qu'on a dit mais ne vous inquiétez pas, on se rend bien compte que c'est pas très éthique de sauver des spéculateurs, mais c'est pour sauver aussi l'épargne de monsieur et madame tout le monde, et donc on va après moraliser la finance. Ce à quoi on assistait après, c'est justement des nouvelles lois qui étaient loin de moraliser la finance, mais qui disaient plutôt que les contrôles budgétaires des États-nations devaient devenir beaucoup plus rigoureux pour être certain qu'on rembourse bien les marchés financiers de toutes les dettes qu'on avait vis-à-vis d'eux. Donc si je reprends l'histoire, le storytelling de ce machin-là, c'est vraiment crapuleux. Et pourtant, c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a eu l'accord au niveau des instances européennes, tous les gouvernements, la main sur le pantalon, ont voté comme un seul homme en faveur de ce truc-là. Sauf le Royaume-Uni et un autre gouvernement qui ont annoncé d'emblée qu'ils ne prenaient pas tel ou tel traité. Mais donc ici, ce qui risque de se produire, c'est la même chose. C'est à partir du moment où il y aura un accord, l'État qui aurait le culot de remettre en cause cet accord, on va lui dire « Ah mais vous êtes fous, si vous remettez en cause l'accord, tout va tomber par terre. » Alors après, ça va être une question de rapport de force. S'il y a un rapport de force suffisant, ça va passer. S'il y a un rapport de force suffisant, ça ne passera pas. Et le rapport de force suffisant, on peut parfois l'obtenir, parce que là, je voudrais revenir sur un seul petit traité qui s'appelle l'ACTA. Donc, autrement dit, le fait d'autoriser de nouveau les multinationales à aller très loin dans le viol de la vie privée pour lutter contre tout le piratage sur Internet, etc., etc. C'est un projet qui a été négocié, qui a été finalisé entre toute une série de pays, pas mal de membres de l'Union européenne d'ailleurs, et c'est un projet qui a été jeté par le Parlement européen, parce que la pression, notamment via Internet, a été tellement forte qu'ils se sont dit, c'est vrai que là, dans le viol de la vie privée, on va quand même trop loin. L'exemple que vous donniez de la Tchécoslovaquie ou de la Slovaquie qui s'est fait mettre en procès par une... Et c'est qu'un exemple. Oui, voilà. Mais ils sont mis en procès par un procès illégal. Enfin, c'est pas un procès basé sur des lois, c'est des lois économiques. Alors, si, parce qu'en fait, c'est quand il y a des accords bilatéraux qui sont signés. Donc, par exemple, le Canada a signé à travers le traité de l'ALENA, par exemple. Donc, c'est des accords bilatéraux, voire multilatéraux. Mais ici, donc, l'idée, c'est de se dire, tel pays et tel pays signent ensemble un accord bilatéral qui va dire, mais tiens, si à un moment donné, le gouvernement prend une décision qui ne correspond pas à l'esprit de l'accord, certains acteurs qui s'estimeraient lésés peuvent déposer plainte. Bon, en l'occurrence, les acteurs qui peuvent s'estimer lésés, c'est souvent des entreprises privées, c'est souvent les multinationales, et il y a un exemple qui était donné tout à l'heure, qui est un très bon exemple, c'est demain, vous voulez favoriser le commerce local ou les entreprises locales, et vous adaptez toute une série de législations pour favoriser l'emploi local. Eh bien, les acteurs qui vont faire partie d'un traité transatlantique qui dit, finalement, concurrence libre et non faussée et libre circulation, vont dire, ah, la concurrence est faussée parce que le gouvernement intervient de façon discriminatoire et donc je peux déposer plainte. Inversement, on ne pourra pas déposer plainte en disant tiens, la concurrence est faussée parce que les salaires ne sont pas les mêmes partout. Ça ne rentre pas en compte. Mais donc si, ça fait partie justement de l'esprit. Et là où c'est pervers, c'est que ça renvoie vraiment vers des instances et des juridictions qui ne sont pas des juridictions, par exemple belges, où on juge en fonction du droit national, ou les cours de justice européennes où on juge en fonction du droit européen. C'est vraiment des cours de justice qui sont par exemple
la Banque mondiale en a plusieurs, hein. Donc la Banque mondiale a des cours de justice comme ça, de nature commerciale, et donc où souvent les arguments commerciaux vont l'emporter très facilement. Ils sont votés par qui? Ah ben c'est négocié. Donc par exemple, et là je fais le lien avec la question de Fred, quand elle me disait mais tiens quels sont les groupes de négociation, donc je ne vais pas tous vous les donner, mais vous avez grosso modo le chef des négociateurs qui s'appelle Ignacio Garcia Bercero, vous le connaissez très bien? Bien sûr. Moi je le connais, je le rencontre tous les jours. Vous avez alors des leaders de négociation qui sont sur des domaines spécifiques, et par exemple vous avez les règles d'origine, vous avez les services et les investissements, vous avez l'accès au marché des biens, vous avez l'agriculture et les processus industriels, et vous avez dans ce truc-là ce qui s'appelle l'Investor State Dispute Settlement. Autrement dit, la manière dont on va régler les conflits entre États et multinationales, et les investisseurs. Qui est dedans? C'est qui les... Alors oui, mais donc attends. Et donc ici, par exemple ici c'est un certain monsieur qui s'appelle Colin Brown, je ne le connais pas, hein. Colin Brown, c'est lui qui négocie ça. Eh ben, le type d'acteur, c'est ça que je demande. Ah oui, c'est que des technocrates, c'est des gens que tu ne connais pas. C'est des gens que tu ne connais pas. Enfin moi, alors je les ai pas étudiés, j'ai pas eu le temps d'aller voir leur CV un par un. Je te donnerai la liste tout à l'heure, mais je pourrais dire c'est Damien Lévy, c'est Zoltán Szomogyi, c'est Marco Dwerkop, c'est Martin Merlin, c'est Leopoldo Rubinacci, mais je vais pas te faire la liste entière. Voilà. Mais attends, ce que je vais quand même dire pour répondre à ta question. Alors, ce qu'il y a, c'est beaucoup de gens effectivement qui travaillent dans les directions générales de la Commission européenne. C'est généralement donc des super fonctionnaires européens. Maintenant, c'est des gens, alors ils n'ont pas spécialement tous fait une carrière dans le privé, mais c'est souvent des gens qui sont très bien connus des lobbyistes privés. Et donc qui souvent vont avoir de très bonnes relations avec eux. Et alors s'ils sont pris un jour la main dans le sac, je vous rappelle ce qu'a dit Louis Michel, donc on a pris la main dans le sac à avoir recopié, mais intégralement à la virgule près des propositions de lobby marchand qui s'attaquaient au droit à la vie privée pour davantage promouvoir le droit à l'ingérence sur la vie privée. Louis Michel prit la main dans le sac, a dit ah mais c'est certainement mon attaché parlementaire qui a fait des conneries. Et il l'a licencié. Et je vais le licencier. Mais donc, pour terminer là-dessus, je voudrais juste dire que ça va dépendre de ce qu'ils vont négocier et signer. Mais l'esprit c'est celui-là, c'est de dire à un moment donné, c'est d'arriver à avoir un accord qui à un moment donné ligote les gouvernements, leur interdit concrètement de faire certaines politiques, ou si les gouvernements veulent quand même faire certaines politiques, eh bien ils vont passer au tiroir caisse à travers une procédure judiciaire qui n'a à mon avis rien d'équitable et d'équilibré. Donc le gouvernement se laisse pour l'égalité. Ah oui, oui, oui. Oui, Pierre. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire que techniquement, si ce traité transatlantique est signé, ces dispositions vont être intégrées dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui règle tous ces secteurs d'activité? Alors, tout dépend des négociations, mais s'ils vont jusqu'au bout de leur projet, ça dépend évidemment du contenu des négociations. Mais s'ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire, et s'ils parviennent à arriver au bout de ce qu'ils veulent faire, quand j'écoute Carole de Gucht ou Vital Moreira, alors oui, ce sera dedans. Il n'y a pas de doute. Et en fait, pour faire le lien avec ce que tu disais, c'est une manière de réintroduire l'AMI. Donc l'AMI, l'accord multilatéral sur investissement, on avait lutté contre au milieu des années 90 en disant c'est l'AMI qui nous veut du mal, c'est un superbe slogan. Et bien aujourd'hui, l'AMI qui nous veut du mal, c'est un des groupes de négociation du marché transatlantique. Oui, je voulais dire seulement que en fait c'est comme ça que ça se passe. Il y a le droit international est toujours supérieur aux droits nationaux. C'est le cas des droits de l'Union, mais si on va plus loin, c'est aussi le cas. Alors il y a des choses de l'OMC qui sont déjà introduites dans les droits communautaires. Et ça va dépendre justement à quel accord ils arrivent, mais ils vont par exemple dire, bon, cette partie-là, c'est par exemple la Cour de justice de Luxembourg, de l'Union européenne qui va le régler. Pour d'autres, ça va être par exemple l'ORD, l'organe de résolution des disputes, des différences, déjà de l'OMC pour le coton, mais pour une autre chose, on va s'inventer un autre truc. Et voilà, mais on l'invente eux. Et ces gens qui disaient que personne ne connaît, ce sont des technocrates. Ils ont un dossier, on leur dit comment ils doivent faire. Et c'est ça, les États membres sont informés à travers un comité. C'est la commission négocie, et il y a le comité de suivi des États membres, mais pas toujours. C'est très opaque en fait. Parfois on ne dit rien, il y a toute la confidentialité. Non, mais donc les États peuvent se défendre de cette opacité, donc ils peuvent dire c'est pas légal, on nous impose. Oui, je pense qu'ils peuvent.
peuvent s'en défendre, mais ils y participent, et donc ils sont partie prenante. Je pense que voilà, la question est là. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire que les pauvres États européens sont les victimes de ça. Ils sont en tout cas, avec les majorités, une certaine majorité, ils sont même pas qu'ils sont complices, ils sont acteurs de ça. Oui, après, enfin, tu l'avais expliqué, ils sont acteurs jusqu'à un moment donné où ils se rendent compte qu'ils se sont fait, en tout cas, trop dépossédés d'une série de choses, mais au départ, ils sont bien acteurs et preneurs de ces politiques-là. Non, je ne pense pas qu'ils sont des acteurs naïfs. Mais ça, je vous propose... Un dernier petit mot sur les rapports de force. Hein. Ouais. Hillary Clinton a déclaré qu'au terme de ces accords vont constituer un OTAN économique. Or, on sait ce qu'il en est de l'OTAN et qui dirige l'OTAN. Donc, on va se faire avoir dans les grandes largeurs. C'est à prévoir, c'est très clair. On va devoir appeler le grand chef. Oui, mais donc je vous propose on va encore passer à la deuxième partie de notre débat de ce soir, qui est comment réagir, qu'est-ce qu'il y a déjà comme réaction, comment est-ce qu'on peut les amplifier, quels sont les lieux où on peut essayer d'avoir une influence pour bloquer, modifier ces négociations. Voilà, donc je pense que, en tout cas, merci à cet exposé qui, je pense, était assez clair. Merci aussi à vos interventions. Je crois qu'on a pu relativement bien compléter toutes les informations liées à cette question importante. Donc maintenant, je vais passer la parole à Myriam pour l'aspect plutôt réaction, et on rediscutera ensemble après son intervention. Merci. Qui sera plus brève que celle de Bruno. Donc, Fred a dû un peu insister pour que je vienne, parce qu'elle m'a dit oui, il faut que tu viennes expliquer comment résister au traité transatlantique. Et ma première réaction, c'était si je le savais, je le ferais. Enfin, d'ailleurs, je pense que j'essaye de faire à mon échelle de ce que je peux, mais j'ai évidemment pas de réponse toute faite. Donc, j'ai eu beau, depuis l'invitation, me creuser, je n'ai pas trouvé la solution miracle. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est à la fois un certain nombre de questions et de réactions, en une petite dizaine de minutes, et puis après, d'ici directement, on en débat, parce que je pense que c'est collectivement qu'on doit définir quelles sont les réactions possibles. Voilà, donc, première chose, je pense, quand on définit, quand on essaye de définir une perspective d'action collective, c'est de savoir d'abord ce qu'on veut ensemble. Et donc là, au niveau des revendications, il y a plein de choses possibles. Ça va du minimum, et donc je ne me positionnerai pas là, j'énumère, hein, je liste. Ça va de nos cinéastes belges ou du gouvernement français tout fier d'avoir obtenu l'exception culturelle uniquement pour l'audiovisuel et pas garantie pour l'avenir en plus, mais bon, n'empêche, ils sont contents, on va leur laisser ça. Mais donc ça va donc la première étape serait de sortir certains secteurs. Vous savez que le secteur de l'agriculture va être particulièrement impacté, et donc on pourrait dire, eh bien, ok pour ce traité, mais sortons l'agriculture comme on a sorti l'audiovisuel. On pourrait aussi, et là il y a toute une série d'organisations qui se sont mobilisées pour écrire notamment une lettre à nos tout grands au niveau européen et américain, pour dire il faut sortir le mécanisme de justice privée, enfin la possibilité pour une multinationale de traîner un État en justice. Donc on laisse le texte, mais on enlève ce qui, effectivement, est peut-être une des parties les plus odieuses, mais je pense que dans tout le texte, enfin bon, voilà, j'arrive jamais à être objective. J'avais dit que je dirais pas ce que je pense, mais ce texte, c'est de la merde dans son ensemble. Donc, il n'y a pas à dire oui, mais, il n'y a pas de oui qui tienne, c'est non, c'est tout. Voilà, donc ça, c'est... Ça, c'est, comme ça vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Mais donc, ça, c'est en termes de revendication, la position contre une partie du texte ou contre la totalité de ce texte, donc pour l'abandon intégral des négociations. Mais là, je reviendrai sur la question de l'AMI. Je pense qu'effectivement, il y a eu une lutte qui est gagnante il y a 20 ans par rapport à l'accord multilatéral sur les investissements, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'ils nous le resservent. Par ailleurs, il faut savoir que dans le monde, il y a des centaines d'accords de libre-échange, et celui-ci, il est particulier parce qu'il est énorme, il représente 46% du PIB mondial, mais n'empêche que c'est la même nature que des tas d'autres. Le fameux mécanisme de justice
justice privée, il existe déjà. Il y a 62 cas, je pense, de multinationales, enfin 62 États traînés en justice par des multinationales en 2012. Donc on n'est pas au début de tout ça. Et même si on obtient, et je pense que c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de divisions et on peut jouer là-dessus, même si on obtient l'arrêt des négociations sur ce traité, on n'aura pas gagné, on aura gagné une victoire, on n'aura pas gagné la guerre. Alors, quelles seraient les revendications positives à porter au-delà de l'annulation de ce texte? Ben, un autre commerce international. Alors là, vous avez plusieurs idées qui circulent, hein. Il y en a qui parlent de la charte de la Havane. Ça vous dit quelque chose? Non? Oui, oui, la Havane, oui. Mais donc c'est ce qui avait été, enfin c'est un texte qui existe, vous pouvez aller un peu chercher sur le net, qui a été signé en 1948, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et qui mettait les bases d'une organisation internationale du commerce. Ce texte n'a pas été signé par le Congrès américain, et à la place on a mis l'OMC. La charte de la Havane semble être nettement moins favorable au libre-échange, qui est le maître mot de l'OMC. Donc il faudrait peut-être aller voir là-dedans s'il n'y a pas des choses bonnes à prendre en termes d'un autre modèle commercial mondial. Alors il y en a un autre, on a parlé de l'Amérique latine en montrant la face noire qui fait partie de la réalité, mais je pense qu'il y a aussi une autre face qui est l'ALBA. Et donc l'ALBA, c'est en réaction à un traité de libre-échange au niveau des Amériques, certains pays qui se sont organisés pour signer un accord commercial des peuples, hein, qui est basé sur d'autres règles de coopération, d'échange de technologies, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont existé de l'accord de 48 ou qui existent aujourd'hui, dont il faudrait faire l'évaluation, enfin en tout cas pour l'ALBA, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement s'en inspirer pour construire un autre commerce mondial. Mais on peut aussi aller plus loin encore et se dire que le commerce c'est une partie de l'économie, mais que quand on voit aujourd'hui le super pouvoir des multinationales, au-delà des questions de rapports commerciaux internationaux, c'est la question du type d'économie. Et donc poser la question ensemble, collectivement, d'un autre modèle économique. Et cet autre modèle économique, ce serait notamment, j'imagine qu'on partage ces valeurs-là, un modèle démocratique, et donc poser la question de la démocratisation de l'économie. Parce qu'ici, en fait, on est dans un processus inverse, donc on a à chaque fois les questions démocratiques. Enfin, en fait, on détruit ce qu'on a comme démocratie au nom de critères économiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller dans un processus inverse et de dire utilisons la démocratie pour tenir l'économie ou utilisons l'économie pour relancer un vrai processus démocratique avec participation, consultation, et on peut reprendre le slogan des indignés pour une démocratie réelle, puisqu'aujourd'hui cette démocratie elle est en déliquescence, pour peu qu'elle ait jamais fonctionné parfaitement. Alors, au niveau des acteurs à mobiliser, donc première question, qu'est-ce qu'on veut ensemble? Deuxième question, quels sont les acteurs? Je pense que ce qui est important, c'est d'abord d'identifier ceux qu'on ne veut pas avec nous, en gros nos ennemis. Alors nos ennemis, ce sont clairement les multinationales et des toutes grosses entreprises et tous ceux qui les soutiennent. Alors il y en a parmi les politiques, il y a évidemment un certain nombre de lobbies, il y a un certain nombre de médias, comme on l'a dit. Bon voilà, alors qui sont avec nous? Tous les autres, et ça fait un paquet. Ça fait un sérieux paquet. Ça fait, c'est notamment tous les travailleurs tant du privé que des services publics, ce sont les usagers des services publics, ce sont les agriculteurs, ce sont les consommateurs, ce sont les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, les allocataires sociaux, et quand j'énumère toute cette liste, c'est des deux côtés de l'océan. Ça, je pense que c'est vraiment important parce que parfois, on peut se laisser aller à des tensions, entre guillemets, ou un repli nationaliste, en disant que tout ça c'est la faute des salopards d'Américains. Je pense qu'il faut veiller à créer des ponts avec eux, et ça c'est notamment dans les alliances. Je crois qu'il faut au maximum avoir des contacts avec les ONG, les syndicats américains, pour construire une alliance large de lutte contre ces textes des deux côtés de l'Atlantique.
Alors, au niveau des formes d'action, bah, évidemment, la première des choses, c'est l'information. Je pense qu'il y a encore plein de gens qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle du partenariat transatlantique. Mais il faut faire attention en même temps. Donc, je pense qu'il faut informer et sensibiliser sur le projet politique qu'il y a là derrière. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la technicité et pas non plus se focaliser sur le texte. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plein, des accords de libre-échange. On est dans un contexte, on a beaucoup parlé de rapport de force, on est dans un contexte d'austérité globale. On met en compétition les travailleurs dos à dos. Tu as parlé du marché unique européen, je disais tout à l'heure un truc sur la directive détachement. On est dans un processus d'accélération, enfin d'un capitalisme sans aucune limite, hein, complètement émancipé. Et donc je pense qu'il faut aller jusqu'à enfin pas jusqu'à, mais il faut mettre les choses dans leur contexte et le revenir comme Bruno l'a fait par exemple sur le marché unique européen, ça vaut la peine parce qu'on est toujours dans cette, enfin pas toujours et pas tout le monde, mais il y a quand même dans les médias dominants cette illusion que l'Europe a été créée uniquement pour la paix et qu'elle est bénéfique à tous. Je pense qu'il faut à un moment pouvoir oser critiquer l'Union européenne actuelle sans avoir peur de ceux qui vont vous dire bah oui, mais vous rejoignez les fachos, comme on l'a dit aux Français qui sont opposés au traité constitutionnel européen. Voilà, donc mettre ça dans un cadre politique hyper concret, pouvoir discuter avec le vocabulaire de tous les jours sur l'impact sur le quotidien des gens, mais il faut faire attention là à ne pas non plus les démobiliser. Enfin, je trouve, c'est des questions que je vous pose parce que c'est des questions auxquelles je suis notamment confrontée et je trouve que c'est pas facile. C'est que les gens ils disent mais je suis déjà dans la merde et ça va être encore pire après, mais pourquoi je me mobiliserai? Battons-nous déjà pour ce qu'il y a là maintenant. Et donc ça c'est pas faux, je pense. C'est pour ça que je dis il faut pas focaliser sur ce texte. Il faut pouvoir mobiliser les gens au-delà de ça pour un renouveau démocratique et économique. Parce que si on focalise uniquement sur ce texte-là, on risque alors de créer une espèce de caste, comme les politiques ont fait, d'experts technocrates, mais qui seraient associatifs cette fois, et plus politiques et des entreprises. Donc, vulgarisons un maximum, contextualisons, dénonçons les logiques, qui sont des logiques qui, tu l'as dit Bruno, elles remontent il y a plus de 30 ans. On peut même, si on reprend justement, si on travaille sur la charte de la Havane, remonter depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dénoncer toute cette mise en concurrence et aussi cette illusion du libre marché ou du libre-échange. En fait, on nous nourrit derrière, vous allez voir, enfin on nous l'a sorti, hein, au moment de la libéralisation et de la privatisation du secteur énergétique, hein, ça va diminuer, les consommateurs vont être gagnants, on va mettre en concurrence des acteurs égaux, et vous, comme consommateur, vous pourrez de manière égale faire pression sur les prix et vous allez être gagnant. On a vu ce que ça donnait. Il faut pouvoir démonter tout ça et montrer qu'on est dans le même refrain depuis des années et qu'il faut le démonter, le démystifier, le détricoter pour dire ce qu'il y a vraiment derrière. Alors, ça, c'est au niveau information, sensibilisation. Évidemment, on ne va pas mobiliser les gens s'ils ne savent pas pourquoi ils se mobilisent. Donc ça, c'est à moins qu'on veuille les instrumentaliser. Je ne pense pas que ce soit notre projet. Ensuite, il y a des actions symboliques à mener. J'imagine que beaucoup d'entre vous, s'ils n'y étaient pas, en tout cas, ils étaient au courant de l'Alliance des 19-20, qui a notamment organisé le blocage ou une tentative de blocage du sommet européen le 19 décembre dernier. Bon, c'était une action symbolique, hein, on aurait bien voulu le bloquer, on savait qu'il y avait des renforts de la police de Liège et de Gand, qu'ils avaient appelé l'armée, que tous les autopompes étaient sur Bruxelles. Nous, on avait évalué qu'on serait 1500, on était 2000, c'était super, c'était plus que ce qu'on avait évalué, mais voilà, face au dispositif de répression, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre dans la valise à emporter avec nous, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'essayer de mettre d'accord l'opinion publique.
il s'agit de la réprimer quand elle manifeste et qu'elle manifeste ses désaccords. Mais donc, action symbolique, oui, en étant clair en même temps sur l'objectif et les limites de ces actions symboliques. On a fait déjà dans la coordination des 19-20 une petite évaluation de l'action du 19, et il y a une personne qui, à mon avis, était militante à ses tout débuts, et qui a dit « Je suis dégoûtée, malgré notre action, le lendemain, ils ont voté le TSCG ». On était tous là à se regarder, comme si on allait empêcher le vote du TSCG en faisant cette action-là. Donc je pense qu'il ne faut pas leurrer les gens, parce que sinon on les déçoit, ils ne viennent plus. Le nombre de syndicalistes même qui nous disent il y en a marre des manifs parce que ça change rien. Il faut inscrire les actions dans une progression et dans un rapport de force une stratégie bien sûr, et un rapport de force qui monte. Et il faut informer les gens sur ce qu'on veut. Et ce qu'on voulait nous avec l'action du 19, c'était de mettre ça à l'ordre du jour dans les médias. C'était ça l'objectif. Donc en fait, on allait vers l'objectif d'information et de sensibilisation. C'était ça l'objectif, et je pense que même si beaucoup de médias mainstream ont surtout parlé des embouteillages qu'on avait créés, il y a quand même eu une série de personnes qui ont été informées sur ces textes grâce à l'action. Donc parfois ça va plus vite que de passer dans beaucoup de formations et de conférences pour informer. Voilà, donc être clair sur les objectifs des actions symboliques et leurs limites. Elles ne suffiront pas. Moi, ça me semble évident en tout cas. Alors, une autre forme d'action, c'est l'interpellation des politiques. Je pense que c'est important, on a évoqué un mot tout à l'heure, c'est de ne pas se limiter au niveau européen. Donc il faut pas les louper, évidemment, la Commission européenne, le Conseil européen, mais aussi le Parlement, dont on dit souvent les pauvres ils n'ont pas l'info, mais n'empêche qu'ils ont voté pour le mandat de négociation, en sachant qu'il n'y aurait pas de débat public, en sachant qu'il y aurait ce mécanisme de justice privée, ils ont quand même voté majoritairement pour. Donc je pense persuadé qu'il faut pouvoir les interpeller les candidats aussi, parce que ça va être dans le mandat des prochains. Donc ce qu'ils ont l'intention de faire, et c'est notamment, il y a un groupement avec, je pense, une 50aine d'associations qui a créé, en fait, je le lis parce que je l'ai découverte en préparant, c'est l'Alliance pour un mandat commercial alternatif. Voilà, et donc là c'est un peu l'idée d'un ALBA européen, je pense, qui est développé par une 50aine d'associations, mais donc qui ont pour objectif notamment de demander aux candidats aux prochaines élections européennes de s'engager dans cette perspective d'un commerce alternatif. Donc là il faudrait voir aussi ce qu'il y a moyen de faire pour développer, mais je reviens quand même toujours à la question du rapport de force. Les politiques, ils peuvent aussi faire des promesses puis pas les tenir quand ils sont au gouvernement. On a aujourd'hui une Europe clairement de droite. Si on ne s'attaque qu'au niveau européen, les progressistes vont vous dire oui, mais il y en a qui vont aller au bout de leur opposition, mais elle va pas modifier les choses. Puis il y en a d'autres qui vont retourner leur veste à un moment en disant oui, mais de toute façon on est minoritaire et on va perdre sur d'autres. Hein. Le TSCG, c'est ce qu'ils nous ont sorti. Hein. Si on dit non pour ça alors que c'est symbolique, alors du coup on va pas pouvoir avancer sur d'autres dossiers qui sont bien plus importants pour les travailleurs et pour les usagers, machin, bazar. Donc on va nous baratiner. Et donc à un moment il faut pouvoir responsabiliser les États nationaux qui sont en train en fait de démissionner, et le traité d'austérité budgétaire, c'est la même chose en fait, hein. Donc ils signent, ils savent ce qu'ils signent. Moi je ne crois pas qu'ils sont naïfs, ils le savent. Alors après peut-être qu'ils ont, les pauvres ils sont désespérés, et donc ils pensent qu'il n'y a pas d'alternative possible, il faut peut-être qu'on leur explique qu'il y en a, mais donc je ne sais pas pourquoi, je pense que tous ne votent pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, ils démissionnent et il faut les mettre face à leurs responsabilités, ils vendent notre démocratie, et donc il faut interpeller nos gouvernements nationaux. Si on a un État qui rejette, qui dit il faut arrêter les négociations, on l'a vu, la France a insisté pour qu'on sorte l'audiovisuel, et bien voilà, on a sorti plus ou moins l'audiovisuel. Mais donc si on a un État qui lance, qui commence, qui amorce une discussion là-dessus, et qui dit moi je n'en veux pas, ça permettrait à d'autres peut-être de réagir, donc surtout pas se limiter au niveau européen. Mais le plus essentiel, c'est la construction du rapport de force.
Et la construction du rapport de force, pour moi, c'est pas des lettres, c'est pas des pétitions, même si ça peut y contribuer, et ça contribue également à la sensibilisation et à montrer aux politiques qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que tout ça est important, je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais à un moment, il faut des actions collectives, massives, significatives, articulées, parce que je pense qu'il faut les mener chacun dans nos pays, mais il faut les faire en articulation les uns avec les autres, et avec les États-Unis si possible aussi. Et là, ben, je reprends, il y a un monsieur cité tout à l'heure, c'est monsieur-là, qui citait Raoul Marc Jenard, qui dit qu'il faut aller jusqu'à la grève générale européenne. Et alors, moi, je suis très contente parce que dans les comités Action Europe, depuis 3 ans, on dit que face à l'austérité, ce qu'il faut, c'est une grève générale européenne. Et donc, maintenant, la réalité de la mobilisation syndicale là-dessus, elle est pas aussi, enfin, je veux dire, les perspectives ne sont pas à ce stade-ci aujourd'hui merveilleuses pour toute une série de raisons. Je pense que les syndicats, comme les autres, sont peu informés ou s'informent peu, mais enfin ça, il doit y avoir un peu des deux. Mais il y en a, et notamment, enfin pourtant parfois dans des secteurs très concernés, et parfois des directions syndicales qui sont même pas au courant de comment leur secteur va être impacté par ça. Donc je pense qu'il y a un travail d'information et de sensibilisation à faire en interne aussi très très fort. Par ailleurs, ils sont le nez sur le guidon en train d'essayer de gérer des licenciements, un gel des salaires, des diminutions des cotisations sociales et tout ce qu'on veut. Et donc, ils sont en train de gérer l'urgence de l'austérité et donc coincés là-dedans avec un certain nombre de permanents qui sont proches du burn-out. Et donc, il faut voir comment, dans ce contexte-là, on peut quand même les mobiliser vers une perspective de changement social qui va au-delà de ça. Et puis alors aussi, je pense qu'au niveau, en tout cas, je pense pas du tout des militants, parce que quand on en discute avec des militants, et Bruno me contredira sûrement pas, ils pigent très vite et ils sont tout de suite mobilisés et mobilisables. Par contre, au niveau des directions, ben, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du mythe de le retour à la croissance. Et là, il y a quelque chose dans la promesse de 549 € en plus par... Mais c'est hallucinant ce chiffre. Hein, parce 545. Que 545 € par ménage par an. Alors, ça fait combien? Voilà. Vous divisez, donc un ménage, c'est 4 personnes. Vous divisez par le nombre de jours sur l'année. Ça vous fait du 3 cents par jour, ou genre, hein, oui. Bruno. Et en plus, aucune garantie que ce soit réparti entre tous équitablement. Hein. Donc, c'est peut-être pas du tout pour nous, ce sera peut-être juste pour certains. Et donc, au nom de ça, ça va créer des emplois. Quand vous dites ça, il y en a qui tout de suite disent « Ah, bah alors on est d'accord. » Donc là, il y a un mythe à déconstruire. C'est bien par rapport aux directions des organisations syndicales que tu dis qu'il y a ces freins-là. T'entends pas, Pierrot? Non, on n'a pas compris. Tu parlais des directions, c'est bien les directions. Oui. Je voulais préciser que c'était bien au niveau des directions des organisations syndicales qui avaient ces freins ou ces craintes ou ce mythe... Mais il y a une recherche d'essayer de redonner du souffle et de l'emploi qui fait que parfois le sens critique se perd. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, j'avais envie de poser une question préalable qui est peut-être un peu naïve et stupide, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des réactions aux États-Unis sur ces négociations? Et si oui, qui? Est-ce qu'il y a déjà des contacts Donc, bon, moi je ne connais pas le terrain, je ne vis pas aux États-Unis, donc je ne peux pas répondre précisément. Bruno pourra peut-être compléter, mais en tout cas, il y a évidemment des ONG, des associations et des syndicats qui bougent aussi aux États-Unis, et des politiques aussi d'ailleurs, qui s'opposent au forcing de Barack Obama. Mais en tout cas, au niveau des contacts, il y a un réseau qui s'appelle Seattle to Brussels. Ça c'est et alors il y a aussi au niveau européen, parce que tu posais aussi la question au niveau européen, il y a l'Alter Summit qui est un réseau, Fred corrige-moi, mais avec plus de 100 organisations syndicales, ONG, mouvements altermondialistes, qui travaille depuis 2 ans et qui a décidé de mettre dans ses priorités notamment la lutte contre, enfin l'opposition au traité transatlantique. Maintenant, après, entre des contacts qui existent déjà et mais l'organisation d'une résistance articulée, il y a encore un chemin solide à faire. Mais voilà, moi je pense que Bruno a été un des premiers à lancer le signal d'alarme. Il a fallu quand même le temps avant que d'autres se mobilisent. Les agriculteurs ont aidé aussi à ce qu'on prenne conscience des enjeux, mais je pense qu'on est vraiment qu'au début.
Et donc il faut renforcer tout ça. Sur la question comment les services publics seront impactés, je pense que Bruno pourra le dire mieux que moi. Je vais juste dire, tu as raison, donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. En France, ils se sont réveillés, Attaque France est très actif pour lutter contre le projet de marché transatlantique avec toute une série d'autres ONG. Alors tu parlais du réseau Seattle to Brussels Network, il y a une ONG qui est située en Belgique qui s'appelle Corporate Europe Observatory, autrement dit l'Observatoire de l'Europe industrielle, qui est une ONG qui fait un travail de dingue et de fou et de qualité sur tout le travail de lobbying marchand au sein des instances européennes. Mais eux sont à la pointe de ça, en tout cas en Belgique, pour avoir des contacts aussi bien outre-Atlantique, donc côté américain, qu'avoir des contacts en Italie, en Espagne et ailleurs. Moi j'ai participé il y a 2-3 mois d'ici à une conférence organisée par le groupe d'Ego au Parlement européen, où il y avait notamment une syndicaliste américaine qui était là. Et donc on lui a un peu demandé quel était l'état de rapport des forces. Et c'était assez intéressant ce qu'elle disait. Elle disait deux choses. D'abord, c'est que la population européenne dans son ensemble est plutôt opposée aux accords de libre-échange. Mais qu'en même temps, quand on demande à un Américain si c'est quoi l'ADENA, qui est un accord donc de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, la plupart ne savent pas que ça existe. Et donc il y a un réel problème d'information de la population américaine. Ça c'était la première chose. Et par ailleurs, et ça c'est aussi vrai que si on parle de son syndicat à elle côté États-Unis, que si on parle par exemple de la Confédération européenne des syndicats au niveau donc européen, c'est assez catastrophique parce qu'ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc d'un certain côté, ils s'opposent en se disant c'est vrai que c'est quand même dangereux parce que ça risque de donner de nouveaux droits aux multinationales, et en même temps ils sont très tentés. Et par exemple la réflexion du côté des syndicats américains, c'est de se dire les droits sociaux sont plus forts en Europe qu'aux États-Unis, donc si on négocie un partenariat transatlantique, peut-être que nous syndicalistes américains on va gagner un petit peu. Je pense qu'ils se trompent dans leur analyse, mais c'est ça leur espoir. Et alors si on se place du côté de la CES, c'est encore pire. Parce que eux, quand il y a eu ce mandat de négociation, ils ont dit, parce que la Commission européenne leur a demandé leur avis, ils ont dit d'abord, c'est quand même scandaleux, on ne nous a pas consulté jusqu'ici. Et puis ils ont dit, on est d'accord qu'à condition de ta. Et ils étaient très fermes dans les conditions. Pas de droit de plainte contre les multinationales, pas l'agriculture, pas les services publics de négociation. Donc il y avait toute une série de... Ils étaient quand même assez clairs de dire, si ça se négocie, on veut quand même avoir des exigences sociales minimum. Ils n'ont absolument rien obtenu comme exigence sociale, mais quand on voit ce qu'ils font comme discussion sur le sujet, par exemple sur l'idée d'autoriser les multinationales à déposer plainte contre les États, ils sont même plus dans l'opposition, ils sont de dire, on va dire d'accord sur le principe et on va essayer d'aménager le principe. Donc ça c'est quand même terrible. Cela dit, en Belgique, en France et un peu partout, pour autant qu'on informe les gens vont avoir envie de se bouger parce que on comprend bien à quel point ce genre de logique nous enfonce. Et donc là je vais venir sur la question des services publics. En quoi est-ce que les services publics sont menacés? J'ai tout à l'heure parlé un peu de la Sécu. Pourquoi ils sont menacés de deux façons différentes? La première façon, c'est à travers les politiques de dumping fiscal et donc de mise en concurrence des niveaux d'imposition, il va y avoir de moins en moins d'argent dans les caisses des finances publiques. Faut pas être grand sorcier pour le deviner, il suffit de voir ce qu'on observe tous les jours en termes de prise de décision politique. Et donc il va y avoir moins d'argent dans les caisses, s'il y a moins d'argent dans les caisses et qu'on ne change pas la logique politique, forcément il va falloir réduire la voilure des services publics, et donc on va vous dire on n'a plus d'argent pour financer l'école, pour financer la SNCB, pour financer la poste ou je ne sais quoi, et donc forcément on va bien devoir privatiser, de toute façon ce sera plus efficace et ça marchera beaucoup mieux. Ça c'est la première voie par laquelle on va se faire avoir, et la deuxième voie elle est déjà tracée. Donc je disais qu'il y avait un groupe de négociation, il y a un groupe qui s'appelle, j'invente rien, c'est le groupe des politiques de concurrence, de mise en concurrence. Et dans ce groupe de politique de mise en concurrence, on a les entreprises qui sont possédées par l'État ou alors qui sont en partie possédées par l'État. Autrement dit, toutes les entreprises publiques sont aujourd'hui dans un groupe de négociation dont l'intitulé général est politique de mise en concurrence. Voilà, j'ai répondu à la question. Merci.